Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui, une chronique un petit peu spéciale puisqu'il s'agit en fait d'une relecture d'un bouquin que j'avais déjà chroniqué sur le blog il y a quelques années de ça. Et c'est donc le livre de base de Deadlands Reloaded, c'est sorti en français chez Black Book Edition en 2011 et ça fait dans les 350 pages. L'occasion s'est présentée de ressortir Deadlands Reloaded et ça ne se refuse pas. Je m'étais procuré ce livre de base il y a un bail, j'avais testé la chose sur un one-shot qui m'avait plutôt convaincu en 2013, mais hélas, nous n'étions pas allés au-delà. Et c'était bien dommage parce que j'aime beaucoup cet univers, et le système Savage Worlds m'avait fait l'effet d'être assez fun. Mais j'y reviens, comme quoi. Et ce, en dépit d'un phénomène bien fâcheux, l'éditeur français Black Book Edition semble hélas avoir lâché l'affaire concernant cette gamme. Ne sont sortis, et avec bien du retard, que l'écran du Marshall et une petite campagne, Stone Cold Dead, pas forcément très bien accueillie, ai-je eu l'impression, mais je la lis sous peu et je vous dirai alors ce que j'en pense. En dehors de cela, et bien quelques gadgets, dans des cartes d'aventure à propos desquelles je ne sais peu ou prou rien, mais j'avoue être un chouïa intrigué. À ce stade, je n'en attends donc plus rien. Je le regrette, mais ce n'est pas le propos sans doute. Ce qui m'a amené à me tourner vers la VO, me procurant directement auprès de Pinacle quelques suppléments, comme le scénario Coffin Rock ou The 1880 Smith Roberts Catalogue, débordant d'équipements fantasques, ou le Dodu Trail Rides Volume 1, comprenant 3 4 de campagne vaguement hétérodoxes le cas échéant, et enfin Ghost Towns, parce qu'on a toujours besoin d'une ville fantôme où qu'on se trouve. On verra plus tard s'il est pertinent d'aller au-delà. À l'époque de ma première lecture du livre de base de Deadlands Reloaded et de mon premier test dans la foulée, en 2013 quoi, j'en avais livré un compte-rendu que vous trouverez toujours sur le blog. Cependant, mon approche tant du jeu de rôle que des comptes rendus de lecture en la matière a évolué depuis, et la forme même de ce blog y tout. Il me paraît donc utile d'y revenir au travers d'un nouvel article un peu plus détaillé, dont acte. Une dernière précision, Deadlands Reloaded est à certains égards, ou peut être plus exactement, car c'est fonction de la manière de maîtriser, ça n'a rien d'une obligation, un jeu à secret. Dans l'essentiel de ce compte-rendu, je vais faire en sorte de ne rien en dévoiler, histoire d'en permettre la lecture ou l'écoute au plus grand nombre. Haha, grand nombre, haha. Cependant, cet article ne serait peut-être pas complet si je n'en lâchais pas quelques mots en dernier ressort. La toute dernière section de ce compte-rendu évoquera donc un certain nombre de ces secrets. Aussi, si vous devez jouer à Deadlands Reloaded, faites l'impasse sur cette dernière partie. Sérieux, filouter, ça serait vraiment gâché. Quelques mots sur la forme, avant de me lancer dans le vif du sujet. On commence avec le premier coup d'œil, la dimension graphique. Deadlands Reloaded, bien sûr, a hérité de sa version dite maintenant classique, cette superbe et proprement mythique couverture de brome. Peu d'illustrations de jeux de rôle, je crois, sont aussi fortes et pertinentes. Il y a une contrepartie. En comparaison, les illustrations intérieures sont 2 ou 3 niveaux en dessous, au bas mot. Par ailleurs, elles adoptent une approche assez radicalement différente, avec des couleurs très flashy qui dégoulinent un peu. L'ensemble est dès lors plus ou moins convaincant, avec des illustrations pleine page généralement réussies, parfois vraiment chouettes, et d'autres bien plus critiquables, je crois, leur taille plus réduite faisant même parfois un peu office de cache-misère. Disons que c'est d'un goût particulier, et laissons à chacun apprécier selon ses attentes et ses envies. Formellement, un autre aspect me paraît autrement plus important et pénible, la traduction, comme souvent. Mais à vrai dire, ce livre de base de Deadlands Reloaded est surtout très inégal à cet égard. 3 traducteurs se sont partagé la tâche, et la différence est perceptible. L'une s'est chargée de ce qui relève de Deadlands à proprement parler, et 2 autres de ce qui provient de Savage Worlds ou figure dans des textes additionnels, globalement plus techniques. Au-delà du parti pris que j'ai vite trouvé agaçant de s'adresser au lecteur, alors en principe le MJ ou Marshall comme on dit ici, à la deuxième personne du singulier. Alors, je n'ai rien contre la familiarité dans l'absolu, hein, mais là je trouve que ça sonne faux et bien trop souvent infantilisant. La traduction des éléments techniques fait le job, je suppose. Le souci, c'est que se posent ensuite des questions de relecture, pas qu'un peu, j'y reviendrai. Même si certains choix m'ont fait hausser le sourcil. Alors, notamment, je suppose que Savage Worlds original y est pour beaucoup, et que ce n'est donc pas en vérité une question de traduction, et ça se constate après tout aussi dans le Savage Worlds français hors Deadlands, l'emploi de quelques termes d'ordre mécanique tels que as ou relance qui peuvent tout d'abord induire en erreur dans un jeu faisant l'usage, outre les dés habituels, de cartes de poker et de jetons de mise. Ici, l'as n'est pas un 1, mais le meilleur résultat que l'on peut obtenir sur un dé, 6 pour un dé 6, etc. Et la relance n'implique certainement pas de relancer les dés, ni même de parier, mais consiste à déterminer la qualité d'un jet de dés en le comparant au seuil de difficulté. Bon, admettons, ça dépasse le cadre de ce seul livre de toute façon.
Mais ce qui est bien plus ennuyeux de manière générale, c'est la traduction des éléments de background. C'est moche, c'est lourd, c'est maladroit, c'est bourré de confusion, voire de contresens, à s'en faire saigner les yeux. Un univers aussi chouette méritait assurément mieux. Là, on est à deux doigts du calamiteux. Mais fluff ou crunch, comme disent les true rollistes, il est très clair que le livre n'a pas été correctement relu. Ce qui va au-delà d'une langue un peu lourde, mais dont on pourrait, j'imagine, s'accommoder si l'on est moins maniaque que votre serviteur à ce propos. Plus ennuyeux, la technique en pâtit, du fait de nombreuses confusions et parfois même d'omissions, et sur des aspects importants, comme les points de pouvoir des arcanistes, par exemple, leur nombre aussi bien que leur récupération, sans même parler d'atouts oubliés et de listes erronées, sur la base également de confusions ou de traductions changeantes au fil de l'ouvrage. Moins problématique, mais tout de même éloquent, on constate aussi que, parfois, des éléments ont été empruntés au système générique Savage Worlds, alors qu'ils ne font pas sens dans le contexte précis de Deadlands. Notez cependant que, dans le principe même, ce livre part sur de bonnes intentions, en combinant le matériau spécifique à Deadlands avec les éléments génériques de Savage Worlds, en un seul ouvrage qui, en outre, couvre aussi bien les considérations à destination des PJ et du Marshal. C'est très appréciable et mérite d'être relevé. Dommage simplement que la réalisation ne soit pas tout à fait à la hauteur. D'où de très nombreux errata. Je suppose qu'il est assez éloquent de constater que 6 des 16 pages du livret accompagnant l'écran du Marshal sont consacrées à ce genre de correction, bien au-delà du seul aspect cosmétique. On parle vraiment de problèmes de fond. Notez aussi que ces errata complets ne sont, sauf erreur, disponibles que dans ce livret. Le fichier d'errata sur le site de l'éditeur est incomplet. Tout cela est quand même très regrettable. Le jeu demeure bon et la lecture de ce livre de base globalement enthousiasmante, mais c'est décidément pas très propre, quoi. Ce livre de base, assez costaud avec ses 350 pages, obéit à une structure en 3 parties, quelle que soit la pertinence de ce découpage. Et chaque partie mêle fluff et crunch. C'est qu'elles ne sont pas forcément destinées au même lecteur. La première partie s'intitule Le coin du gang, et elle comprend tous les éléments que tout lecteur, quel qu'il soit, peut et même probablement doit connaître. Ce qui inclut le background en général, dans sa forme la plus limitée, en fait un peu frustrante pour le coup, mais c'est normal, soit ce que tout habitant de l'Ouest étrange sait ou croit savoir concernant le monde dans lequel il vit. Les bizarreries fantastiques sont à peine évoquées, et comme des éléments d'ambiance à la véracité plus que douteuse. L'accent est plutôt mis sur l'histoire événementielle et politique, éventuellement militaire. La guerre de sécession y occupe comme de juste une place essentielle. Même si l'on évoque bien sûr le tremblement de terre de 1868 et la découverte de la roche fantôme. Significativement, toutefois, cette partie s'intitule l'Ouest sauvage. L'Ouest étrange, c'est donc pour plus tard. Après quoi, nous passons aux règles générales. Entrer dans la légende permet de créer les personnages en expliquant comment fonctionnent les compétences, les atouts et les handicaps, ce qui nous vaut de longues listes, par ailleurs incomplètes car on ne fait guère ici que des allusions à la situation particulière des arcanistes, objet de la deuxième partie du livre. Mais ça se tient. Suit un chapitre intitulé Matériel et équipement, ce qui ne nécessite pas davantage de précision, ou peut-être une quand même, si. Il y a très peu d'exemples ici des objets produits par la science étrange. Aux Marshal et aux joueurs, tout particulièrement bien sûr ceux incarnant des savants fous, de faire preuve d'imagination. Nous avons ensuite envoyé des trucs en enfer, chapitre au nom éloquent, s'y trouve l'essentiel des règles du jeu communes à tous. Mais, on ne va pas se leurrer, le combat y occupe une place essentielle. Ce qui ne signifie pas que le jeu soit spécialement bourrin, c'est simplement que c'est à ce niveau que les règles, très simples à la base, impliquent d'être un peu plus approfondies et spécifiques. Le dernier chapitre de cette première partie, Attention danger, contient par ailleurs toutes les autres règles spécifiques, de caractère éventuellement optionnel, ce qui inclut aussi bien des éléments génériques et somme toute très classiques, alliés, fatigue, maladie, dégâts du feu, et des éléments plus caractéristiques du contexte western de Deadlands Reloaded, duel, jeu d'argent ou même la pendaison, outre quelques sous-systèmes de Savage Worlds, d'un impact plus limité, comme les interludes, les interactions sociales ou les scènes dramatiques. Y figure également la terreur, mais le gros des informations à cet égard relève du Marshal. La deuxième partie consiste en un unique chapitre, mais assez long et assurément complexe, intitulé No Man's Land. Si le coin du gang pouvait être lu par tous, les informations contenues dans cette deuxième partie s'adressent, outre le Marshal, uniquement à des joueurs dont le personnage, de par sa nature même, en sait plus que les autres en ce qui concerne l'Ouest étrange et les manifestations fantastiques qui le caractérisent, soit parce qu'il les traque et les combat, les PJ appartenant au service secret façon X-Files, l'agence pour l'Union, les Texas Rangers pour la Confédération, soit, parce qu'il en fait lui-même partie d'une certaine manière. C'est le cas tout d'abord des 5 catégories d'arcanistes, ayant chacun son approche particulière de la magie.
les chamans, les élus, les hucksters, les savants fous et les pratiquants d'arts martiaux. Mais aussi des déterrés, soit des morts vivants. Cependant, si un PJ peut devenir un déterré, il ne peut en principe pas le choisir. Traiter de tous ces aspects implique d'abord de revenir sur le background du jeu, et le chapitre contient donc nombre d'éléments prolongeant, nuançant, voire contredisant les données très vagues du chapitre initial sur l'Ouest sauvage. Cette fois, plus de doute, on est bien dans l'Ouest étrange. Mais l'essentiel du chapitre est cependant consacré à des aspects plus techniques, disons la magie, même si ses implications sont très variables. Chacune des 5 catégories d'arcanistes a des règles qui lui sont propres. Par contre, elles piochent toutes dans la même liste globale de sortilèges, en étant toutefois limitées à certains sorts seulement qui leur sont accessibles. Les spécificités des arcanistes et la liste des sorts sont par ailleurs à compléter avec un autre système générique, celui des aspects, qui permet de colorer davantage le jeu via les effets des sorts, sous un angle parfois purement cosmétique, d'autres fois bien plus pragmatique. Ce chapitre n'est donc censé être lu que par le Marshal et les joueurs incarnant des personnages spécifiques. Est-ce pertinent? Je n'en suis pas si sûr. Dans l'absolu, ça se défend, et dans le contexte d'un one-shot, c'est sans doute tout à fait à propos. Dans le cadre d'une campagne, et a fortiori si les joueurs créent leurs personnages, j'en doute davantage. Et il ne me paraît pas malvenu pour qui a bourlingué quelques années dans l'Ouest étrange, d'avoir au moins une très vague idée, sans doute guère plus, oui, du rôle de l'agence, d'avoir entendu mentionner le livre des jeux de Hoyle, ou de savoir que les chamans indiens ont de bien étranges pouvoirs. Et éventuellement que les morts marchent parmi les vivants. En tout cas, à ce stade, cela n'a rien de problématique, je crois. Les secrets, après tout, sont encore réservés au seul Marshal. La connaissance des éléments figurant dans le No Man's Land ne spoile rien. Par contre, il suffit de pimenter d'emblée le cadre western de Deadlands Reloaded pour lui conférer la touche weird qui en fait toute sa saveur. A priori, je ne pense donc pas en restreindre vraiment la lecture pour mes joueurs. La dernière partie du livre, en toute logique, est réservée au seul Marshal. Elle contient là encore à la fois du fluff et du crunch, mais ils sont plus que jamais entrelacés. Aucune dimension du jeu ne peut vraiment être envisagée sans l'autre. Être Marshal est un bref chapitre comprenant les conseils habituels aux MJ débutants. Un peu plus loin, un autre chapitre tout aussi bref, plus de règles d'ambiance, contient quelques éléments techniques supplémentaires, mais pas grand-chose. Outre la terreur, on y trouve surtout des règles façon coup de pute pour certains personnages spécifiques, notamment les savants fous, les hucksters et les déterrés. Mais l'essentiel de cette dernière partie tient en 3 gros chapitres autrement fondamentaux. Alors viendra un jugement est le 3e et dernier niveau de la connaissance de l'histoire, disons, de l'Ouest étrange. De même que le No Man's Land nuançait voire contredisait les données de l'Ouest sauvage, à la lumière d'éléments connus d'un petit nombre seulement de ses habitants, le présent chapitre procède encore ainsi, au travers d'explications que même ces initiés, avec des guillemets relatifs, ne soupçonnent pas le moins du monde. C'est le moment des grands secrets, dans une perspective macrocosmique, insérant l'Ouest étrange et les phénomènes incongrus qui s'y produisent dans une trame autrement vaste et aux implications insoupçonnées. Je ne rentre bien évidemment pas dans les détails ici, mais en dirai quelques mots en fin de chronique, au cas où. Après l'histoire, la géographie. C'est l'objet du chapitre sobrement intitulé l'Ouest étrange, et qui passe sur les différentes régions du jeu dont le classement dépend parfois de la politique, parfois de la nature, et éventuellement d'autres choses encore. Notez cependant qu'il ne s'agit pas d'un guide exhaustif et détaillé. En fait, c'est même un peu court, disons-le. L'amateur de background touffu en moi a pu trouver cela un brin frustrant par endroits, mais c'est sans doute une exagération de ma part, j'ai mes marottes. Toutefois, le Marshal devra probablement en faire un peu plus pour y impliquer vraiment les PJ, qu'il soit aidé dans cette tâche par divers suppléments ou préfère s'y lancer sans filet. Toutefois, si, là encore, les grands secrets sont de la partie, ce chapitre a néanmoins une approche plus pratique que alors viendra un jugement. Que le Marshal use ou non de la dimension jeu à secret de Deadlands Reloaded, encore une fois, ça n'a rien d'une obligation, il trouvera ici des éléments très utiles à la conception et à la mise en scène de ses aventures. Reste enfin un ultime et très gros chapitre, Mauvaise rencontre, qui constitue une sorte de bestiaire très développé, faisant pas loin de 100 pages. Tout de même, sur 350 ça se remarque. On y trouve de tout, animaux, monstres des plus classiques, bizarreries spécifiques à cet univers, et des humains enfin, dont quelques célébrités, certaines historiques, comme Calamity Jane ou Wyatt Earp, d'autres propres à Deadlands, comme les Barons du Rail ou le Révérend Grimm. Vrais ou pas, ils sont envisagés ensemble sur un pied d'égalité. C'est du beau travail, globalement. Donnons maintenant un aperçu du background, incluant quelques éléments du No Man's Land, mais donc faisant l'impasse sur les secrets du guide du Marshal, sur lequel je reviendrai rapidement en temps utile. Sur le plan le plus terre-à-terre, qui est donc celui du coin du gang,
La base de l'univers de Deadlands Reloaded est d'ordre uchronique, mêlant des événements politico-militaires et d'autres censément naturels aux conséquences incalculables. La guerre de sécession, qui débute en 1861, ne s'est pas arrêtée en 1865. Elle a continué bien plus longtemps. Elle faisait toujours rage quand, en 1868, un cataclysme s'est produit, un colossal tremblement de terre qui a anéanti la Californie, devenu depuis, ce qu'il en reste, le Grand Labyrinthe. Mais le séisme a eu une autre conséquence, la découverte d'un matériau inédit, aux implications scientifiques, techniques et industrielles sans pareil, ce que l'on appelle dès lors la roche fantôme. D'une certaine manière, c'était passé d'un seul coup du charbon à l'uranium. Sauf que, pour qui connaît les tenants et aboutissants, c'est bien plus que ça. Reste que, pour l'heure, la découverte de la roche fantôme a non seulement bouleversé la technologie du temps, elle a aussi renchéri sur l'effort militaire, en suscitant des armes toujours plus meurtrières et en devenant l'objet de toutes les convoitises. Pourtant, en 1879, date de convention pour le début des aventures, un cessez-le-feu a été conclu depuis peu. L'Union et la Confédération se regardent toujours en chien de faïence, ça peut péter de nouveau à tout moment, mais pour l'heure, plus de bataille. Rangée du moins. Et comme de juste, les deux entités, maintenant qu'elles sont plus libres à cet égard, tournent à nouveau leur regard vers l'Ouest. C'est que la guerre civile a surtout affecté l'Est du pays. L'Ouest, bien, il a été affecté, certes, mais différemment. C'est autre chose, il est toujours à conquérir d'une certaine manière. Aux yeux des types de la côte atlantique du moins, car les habitants de l'Ouest se passaient sans doute très bien de leurs intrusions. Qu'ils se chamaillent entre eux à l'Est était peut-être une bénédiction. Quoi qu'il en soit, même en l'absence de grandes batailles entre les Bleus et les Gris, l'Ouest aussi a été chamboulé par la guerre et par la découverte de la roche fantôme. Cette dernière, en fait, a même relancé l'idée de conquête de l'Ouest, car l'Est a cruellement besoin du combustible. D'où cette nouvelle guerre, en sus de la guerre de sécession, qui oppose les différents barons du rail, faisant la course vers le Pacifique dans l'espoir d'obtenir l'exclusivité du transport et du fret. Une guerre pas moins sanglante que celle ayant opposé l'Union et la Confédération. On ne s'embarrasse dès lors pas d'y mettre des guillemets. Pour les habitants de l'Ouest, c'est une guerre très concrète, et dont les victimes sont assurément aussi mortes que celles des champs de bataille de l'Est. Car la frontière est ardemment disputée. Si certains États ou territoires de l'Ouest se sont ralliés au pouvoir légitime de l'Est, prolongeant la ligne Mason-Dixon d'un océan à l'autre, d'autres régions par contre sont dans un flou total à cet égard, notamment ce que l'on appelle les territoires contestés au centre du pays, essentiellement le Kansas, le Colorado et une partie de l'Oklahoma. Il en est pour avoir proclamé leur indépendance d'ailleurs, ainsi du Commonwealth de Californie, appellation qui ne doit pas tromper car le pouvoir essentiel sur place repose entre les mains du seul révérend Grimm dans sa puissante cité de Los Angeles, qui a proclamé son indépendance en 1877. Ainsi également de la République de Deseret, État mormon correspondant en gros à l'Utah, et où le vrai pouvoir, là encore, appartient à un personnage hors norme, le génial docteur Darius Hellstrom, le savant fou par excellence, empruntant autant à Edison ou Tesla qu'à Frankenstein, et dont les automates suscitent la stupéfaction et au moins autant la crainte. Les Indiens des plaines, par ailleurs, ont profité de ce chaos chez les Blancs pour bâtir de nouvelles entités politiques. Les nations Sioux englobent le Dakota entier et des parties non négligeables du Montana, du Wyoming et du Nebraska. Davantage au sud, la Confédération du Coyote s'est émancipée de l'Oklahoma en roue libre et mordille sur un autre territoire contesté, le Kansas. Enfin, si cela n'a pas débouché sur l'apparition de structures politiques comparables, les Apaches sont très actifs dans le sud-ouest, Arizona et Nouveau-Mexique du moins, pour partie le Texas à l'est et la frange émergée du Grand Labyrinthe à l'ouest. Comme si la situation n'était pas assez compliquée comme ça, des puissances étrangères s'invitent dans la partie, tout particulièrement au sud les Mexicains emmenés par Santa Anna, qui se souviennent eux aussi d'Alamo sans doute, mais lorgnent surtout sur la roche fantôme du Grand Labyrinthe, tandis qu'au nord, l'ancien colonisateur anglais grignote les territoires de l'Union du côté de Détroit. Hors catégorie, il faut enfin prendre en compte les immigrants chinois rassemblés autour du mystérieux Kang, le vrai pouvoir sur la côte pacifique, Grimm mis à part. Tout ce qui précède est notoire. En tant que tel, c'est bien sûr insuffisant. Quelques-uns, rares sans doute, savent qu'il y a anguille sous roche, fantôme. Non que leur connaissance soit forcément très étendue. Certains ont bien entendu parler de quelque chose qui se serait produit le 4 juillet 1863 et que l'on appellerait le jugement, sans savoir de quoi il s'agissait au juste. Ce qu'ils savent, par contre, c'est que cet événement, même plus discret, a bouleversé le monde au moins autant que le tremblement de terre 5 ans plus tard. Subitement, la magie a fait son grand retour. La magie et les monstres. Ceci, quoi qu'en disent les services secrets des puissances de l'Est, l'Agence pour l'Union et les Texas Rangers pour la Confédération.
Leur tâche, pour des raisons que le Kidam ne comprend sans doute pas très bien, consiste après tout à faire taire les rumeurs en la matière. Autant d'hommes à la cigarette, mais en cache-poussière. Mais les monstres sont là, oui. Les fantômes, les démons, ces morts-vivants mystérieux que l'on appelle les déterrés, et aussi des hommes qui ont développé des pouvoirs hors du commun. On les appelle collectivement des arcanistes, mais ils sont de 5 types différents. Les chamans indiens sont en communication directe avec les esprits des territoires de chasse. Nombreux sont ceux parmi eux qui ont prêté le serment des anciennes traditions, rejetant la technologie des Blancs, pour s'assurer une parfaite communion avec une nature qu'ils savent menacer, communion nécessaire à l'efficacité de la médecine tribale. Le désespoir les guette pourtant. Les élus, qu'ils en aient bien conscience ou pas, servent des puissances divines positives, on ne trie pas, et accomplissent des miracles. Qu'ils bâtissent des communautés paisibles ou traquent sans relâche les manifestations de l'ennemi, leur foi soulève des montagnes. Littéralement, parfois. Les hucksters sont les magiciens de Deadlands dont le pouvoir repose sur le pari avec des entités guère fréquentables. Dans l'ouest, on parle de Manitou. Ainsi que l'extraordinaire Oil en a donné les clés dans son livre des jeux. Joueurs dans l'âme, ils battent les cartes comme personne. Les savants fous, alors on ne les appelle certainement pas ainsi en face d'eux, n'apprécieraient sans doute pas de se voir catalogués parmi les arcanistes. Ce sont des hommes de science, pas de magie, et la rumeur voulant que le bruit strident que fait la roche fantôme se consumant soit le cri des damnés, sottise. Reste que leurs machines géniales et terribles produisent des effets qui peuvent assurément faire penser à ceux des hucksters, etc. Ils sont d'autant plus dangereux qu'ils sont brillants. Un peu à part, nous trouvons enfin les pratiquants d'arts martiaux, Shaolin ou ce que vous voulez, dont la maîtrise du ki est telle qu'elle leur confère des aptitudes proprement surnaturelles. Attachés à Kang ou pas, ces combattants hors pair fascinent autant qu'ils effraient. Et ne nous voilons pas la face, il faudra au moins tout ça pour survivre dans l'Ouest étrange, qui, par-delà les fluctuations des frontières et les revendications ineptes à l'exercice du pouvoir, est au moins uni sur une question, il a peur, considérablement peur, de plus en plus peur. Bien sûr, il y a davantage encore derrière tout ça, mais pour éviter de couper la chronique avec des révélations belvenues, je réserve tout ça pour la dernière section de ce compte-rendu, le grand silence, secret défense. Pour l'heure, envisageons les règles. Alors, sans rentrer dans les détails de la création de personnages ou des sous-systèmes spécifiques, je ne crois pas qu'ils aient vraiment leur place dans ce compte-rendu. Deadlands Reloaded est un jeu motorisé par le système Savage Worlds, lequel, sauf erreur, était dérivé de la première mouture de Deadlands d'ailleurs. C'est un système générique qui revendique à la fois une certaine simplicité et une approche pulp, ou pour reprendre les termes habituels, fast, fun and furious. Globalement à la lecture, mais aussi dans les quelques souvenirs que je retiens de la partie de Deadlands Reloaded jouée il y a quelques années de ça me paraît effectivement réussi sous cet angle. Même si j'ai lu des critiques autrement pointues que celle-ci, mettant en cause les probabilités notamment. Notons que le jeu fait mumuse avec des accessoires pas si communs en Rollisti, outre les dés aux formes bizarres, mais pas de D20, scandale, des jetons de poker et, point résultat qui a l'air assez rigolo à vue de nez, des cartes, de poker également, joker inclus. La feuille de personnage en tout cas est assez minimaliste, nul besoin de remplir des dizaines de lignes. En notant cependant une chose, via les atouts et handicaps, mais aussi les pouvoirs, chaque personnage développe vite un certain nombre de règles spéciales. Pour que le jeu tourne bien, je suppose qu'il faut donc une collaboration entre le marshal, qui ne peut pas avoir absolument tout cela en tête, et les joueurs qui doivent parfaitement savoir ce dont leurs personnages sont capables. La base du système est très simple, qui repose d'abord sur une classique distinction entre attributs et compétences, collectivement appelés traits. Il y a 5 attributs, agilité, âme, force, intellect et vigueur. Et pas de liste étouffante de compétences, car les PJ sont d'emblée amenés à faire des choix. À bas niveau, je doute qu'un personnage puisse avoir plus de 5 compétences différentes, ou par là. Le choix est cependant crucial. Un personnage amené à faire un jet dans un domaine où il n'a pas de compétences appropriées subit un malus qui complique de suite nettement les choses. Cependant, notamment dans le domaine des connaissances intellectuelles, on peut s'accommoder d'un système de culture générale faisant appel au bon sens et qui évite d'être trop pénalisé, ou plus exactement de ressentir le besoin de se disperser au cas où, avec pour conséquence de n'être bon nulle part. Jack of all trades, master of none. Chaque trait est représenté par un dé allant de D4 à D12, avec éventuellement des modificateurs, plus 1, plus 2, sachant que la moyenne est D6. Il y a enfin quelques caractéristiques dérivées, de moindre importance globalement. Pour réussir un jet, c'est tout simple, il suffit de faire 4 ou plus, 4 étant la difficulté de base, c'est différent en combat. Si l'action est facile, il y aura un modificateur positif, si l'action est difficile, il y aura un modificateur négatif. En cas de jet opposé, c'est celui qui fait le plus gros score qui gagne. Si on obtient un As,
c'est-à-dire le plus haut score possible au dé, alors 6 pour un D6, 8 pour un D8, etc. Alors on rejette ce dé et on additionne, et si l'on refait un As, on recommence, etc. C'est un classique système de dés explosifs. En outre, il est parfois utile de savoir à quel point une action est réussie. Dans ce cas, pour chaque tranche de 4 points au-dessus de la difficulté, on a ce qu'on appelle une relance. Plus on a de relance, logiquement, plus l'action est réussie. Il faut ici faire intervenir une distinction fondamentale, car le système répartit les personnages en deux catégories. Les jokers, soit tous les PJ et certains PNJ importants, et les extras, les autres PNJ. Chaque joker, lorsqu'il fait une action, jette en plus de son dé de trait un D6, une seule fois par action. C'est le dé joker. Si le dé joker fait un score plus élevé que le dé de trait, c'est le score que l'on retient. La règle des As et les modificateurs s'applique également au dé joker. Par contre, attention, si le dé de trait et le dé joker font tous les deux 1, c'est un échec critique. Chaque joker, ceux du Marshal aussi donc, a également des jetons qu'on ne peut pas capitaliser. Ils disparaissent à la fin de la session de jeu, on les récupère à la suivante. On distingue 3 couleurs de jetons aux effets différents. Je songe à simplifier un peu personnellement. Un joueur-ton peut par exemple être utilisé pour rejeter un dé lors d'un jet de trait, spécifiquement, pas un jet de dégâts donc par exemple. On peut utiliser plusieurs jetons sur un jet. Un jeton ne peut jamais aggraver le résultat. Enfin, un jeton peut aussi être utilisé quand on reçoit des dégâts pour encaisser. Et voilà, on a l'essentiel des règles. Au-delà, certains aspects spécifiques peuvent être gérés avec des sortes de sous-systèmes, plus ou moins optionnels, globalement d'un usage aisé. Certains font donc appel aux cartes et c'est plutôt amusant. Inutile de rentrer dans les détails ici. Là où les choses se compliquent un peu, c'est globalement raisonnable, c'est bien sûr en ce qui concerne le combat, et la magie, mais ça j'y reviens très vite après. Non que le jeu soit véritablement bâti autour du combat, c'est juste que c'est classiquement un domaine impliquant des précisions supplémentaires. Notez que le système de combat est prévu à la base pour le jeu avec figurines, mais ça n'en fait rien d'une obligation. L'initiative est largement aléatoire, mais tout de même influencée par certains atouts et handicaps. Chaque PJ tire une carte et chaque groupe de PNJ de même. Les groupes sont conçus un peu arbitrairement par le Marshal. Notez que le livre affirmait que seuls les extras étaient concernés, pas les jokers du Marshal, mais un erratum semble être revenu là-dessus, ce qui me paraît un peu bizarre. Bon. Dès lors, on joue de la carte la plus élevée, As, à la plus basse, 2. En cas d'égalité, on suit l'ordre pique, cœur, carreau, trèfle. Si un joker tire un joker, il choisit le moment où il agit et il bénéficie de plus 2 à tous ses jets de traits et de dégâts. Des actions multiples sont envisageables. En dehors des actions libres, chaque action supplémentaire entreprise lors d'un round confère un malus de -2 à tous les jets. Pour la mêlée, on utilise la compétence combat et la difficulté est égale au score de parade de l'adversaire. En cas de succès, on inflige les dégâts indiqués par l'attaque. Chaque relance ajoute un D6 aux dégâts. Pour les armes à distance, on utilise la compétence tir, ou parfois lancer, et la difficulté dépend de la portée de l'arme. Il peut y avoir des modificateurs en fonction de la couverture, si le personnage s'est jeté au sol, etc. Les dégâts sont indiqués par l'arme, mais on fait un D6 de dégâts supplémentaires si on fait une relance, alors une seule fois par contre. Quand on jette les dés pour les dégâts, on additionne les résultats. La règle des As s'applique. On compare les dégâts à la résistance de l'adversaire. Si le jet de dégâts est inférieur, l'adversaire est touché, mais sans conséquence. S'il est supérieur ou égal, l'adversaire est secoué. Il doit tenter de reprendre ses esprits au début de chaque round en faisant un jet d'âme. S'il le rate, il reste secoué et ne peut pas agir. S'il le réussit, il n'est plus secoué, mais ne peut pas agir pour autant dans l'immédiat. S'il le réussit avec une relance, il peut agir de suite. Chaque relance au jet de dégâts inflige une blessure. Un personnage secoué qui l'est à nouveau subit également une blessure. Un extra blessé est automatiquement hors de combat, qu'il soit mort ou pas. C'est un test de vigueur qui en décide, sinon l'arbitraire du Marshal. Un joker peut subir jusqu'à 3 blessures avant de se retrouver en état critique. Hors de combat, pas forcément mort. On fait un jet de vigueur pour connaître son état. Notez que la fatigue également peut plonger dans un état critique. Et chaque blessure donne un malus. Un personnage qui subit une blessure alors qu'il n'était pas secoué devient secoué. On peut utiliser un jeton lorsqu'on reçoit une ou plusieurs blessures, mais une seule fois par attaque, pour tenter d'encaisser. On fait un jet de vigueur et le succès ainsi que chaque relance enlève une blessure. S'il reste des blessures, le personnage est toujours secoué. On peut aussi utiliser un jeton pour ne plus être secoué. Dit comme ça peut paraître dense, mais en fait c'est assez simple. Il faut sans doute apprendre à gérer l'état secoué, par contre à vue de nez ça peut rapidement devenir handicapant. Ce qui complique la donne, ou du moins peut le faire, ce sont les manœuvres de combat. Non qu'elles soient bien compliquées, mais elles sont très nombreuses.
De même que pour les atouts, handicap et pouvoir, l'aide des PJ est la bienvenue. Le Marshal ne devrait pas avoir à se coltiner tout ça seul, outre que cela aurait un impact sur la vitesse et la souplesse de ce jeu qui se veut Fast, Fun and Furious. Heureusement un tableau récapitulatif est là, mais incomplet hors écran. Hey. Mais ceci, ça n'est sans doute jamais aussi vrai qu'en ce qui concerne les arcanes. Comme dit plus haut, au-delà de la liste commune des sorts, chaque catégorie d'arcanistes a son propre sous-système. Et là, je ne parle pas de petites subtilités pour la forme, ce sont vraiment des choses très différentes. En outre, il faut prendre en compte un degré supplémentaire de complexité, même si à vue de nez ça devrait très bien se passer, avec les effets particuliers des sorts envisagés comme autant d'aspects. C'est parfois cosmétique ou peu s'en faut, d'autres fois bien plus crucial. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ce n'est sans doute pas la place. Juste quelques impressions à chaud peut-être. Tout d'abord, la magie, globalement, peut être très puissante, oui, mais elle est aussi exigeante. Les conséquences d'un jet raté peuvent s'avérer désastreuses. Bon, à vrai dire, celles d'un jet réussi aussi. Tout particulièrement, je crois, en ce qui concerne les savants fous et les hucksters. Parce que si le pari avec les Manitou a souvent quelque chose de jubilatoire, c'est peu dire qu'il n'est pas sans risque. C'est bien le propos, après tout. Au regard de ces conséquences comme de l'utilisation des pouvoirs, les élus me paraissent particulièrement balèzes, à première vue. Code de conduite mis à part, et on devrait pouvoir s'en accommoder, plus facilement que du serment des anciennes traditions que prêtent généralement les chamans. Alors par ailleurs, ces derniers sont la moins enthousiasmante des 5 catégories d'arcanistes à mon goût, mais ça se discute. Les faiseurs de miracles bénéficient d'un choix relativement étendu de pouvoirs, sans vraiment en subir les contreparties. Sauf erreur, leur seule véritable limitation concerne les pouvoirs maintenus. Certes, les hucksters et savants fous, surtout, ont sans doute un panel de choix plus large et des pouvoirs en tant que tels plus puissants, notamment sur la durée, mais eux, pour le coup, tentent sans cesse le diable. Le cas des pratiquants d'arts martiaux est peut-être un peu différent. Le principe est assurément fun, mais créer un bon maître de Shaolin a l'air assez coûteux à vue de nez. Faut voir, je peux me tromper. Mais tout ça est bien fait en tout cas, et devrait en toute logique déboucher sur des personnages très différents les uns des autres, et capables de réagir au scénario de manière inattendue et jouissive. Que demande le peuple? La révélation des secrets du jeu? Bon, je vais pas tout révéler, hein, loin de là, mais il y a tout de même quelques points importants du background qu'il me paraît utile d'envisager ici. C'est bien le moment de placer la traditionnelle balise spoiler en rouge. Amis joueurs, oust, je vous laisse un petit peu de temps pour vous déconnecter de cette vidéo, bien sûr. Ah, 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 ah. Deadlands Reloaded, à l'évidence, est un jeu imprégné de thématiques conspirationnistes. Via les agents et Texas Rangers, il doit beaucoup à Mulder et Scully, délire sur Roswell et la zone 51, ici le Fort 51 inclus, et construit plus globalement un univers paranoïaque où le vrai pouvoir, éventuellement maçonnique ou truc, très concrètement dans le cas de l'Union, se trouve toujours dans l'ombre et n'en est que plus redoutable encore. Divers indices ça et là le laissent entendre, mais sans rien dévoiler, au fond. Les chapitres réservés au Marshal en fin de volume en disent bien davantage. Et d'une manière un peu perturbante d'ailleurs, car virant au macrocosmique, voire au cosmique, tout en adoptant une approche on ne peut plus américano-centrée, et bien au-delà de la seule thématique western, j'entends. Cela implique d'abord de faire un sacré retour en arrière. Il y a bien longtemps de cela, une guerre a opposé dans ce que les Indiens appellent les territoires de chasse, les esprits de la nature, avec lesquels les chamans étaient en relation, et leur contrepartie maléfique, les Manitou. Le monde étant sur le point de basculer dans le chaos, de puissants chamans, appelés ultérieurement les anciens, voire grands anciens, se sont rendus dans les territoires de chasse pour y vaincre les Manitou, en leur extorquant la promesse de ne plus semer la zone sur Terre. En est résulté un monde plus serein, à voir, mais en tout cas sans magie. C'était il y a bien longtemps. Les Manitou se tenaient à carreau parce que les anciens, qui s'étaient ainsi sacrifiés, les surveillaient avec une grande acuité. Mais le monde a changé. En Amérique en a témoigné l'arrivée des Blancs, et les massacres sans nombre qu'ils ont perpétrés sur ceux qu'ils appelaient collectivement les Indiens. Les armes à feu, la variole, etc. ont anéanti bien des tribus, mais tous les Indiens n'étaient pas disposés à se laisser faire. Un surtout a entrepris de riposter, un émule probablement du Misquamacus figurant dans le très mauvais Manitou de Graham Monsterton, une influence que je suppose marquée et pourtant ça donne quelque chose de bien, ce qui est totalement fou quand on y pense. Son nom était Raven, ou Corbeau. Alors en fait ce livre de base patinait à son propos, on trouvait les deux noms alternativement. Le livret accompagnant l'écran du Marshal a systématisé les choses, on s'accorde donc pour appeler l'homme Raven. Les autres noms de chefs indiens, etc. sont effectivement présentés sous leur forme anglaise, Sitting Bull, etc.
On garde Corbeau pour d'autres éléments de background, sans doute en lien avec Raven, mais de manière plus ou moins dissimulée. Raven, qui avait trouvé le moyen de prolonger sa vie, enrageait devant les exactions des Blancs et l'impuissance des Indiens à leur encontre. Il était prêt à tout pour mettre fin à ces iniquités, absolument tout. Et il a su quoi faire quand il a appris l'histoire des Anciens. Pour vaincre les Blancs, il lui fallait faire appel à des alliés de poids. Les Manitou étaient tout désignés. Mais il fallait leur permettre d'agir à nouveau sur Terre. Raven et ses partisans, les derniers fils, ont découvert comment gagner eux-mêmes les territoires de chasse. Là, ils ont massacré les Anciens et libéré les Manitou. Leur mission s'est achevée le 4 juillet 1863, et ce fut alors le Jugement. Alors, notez, la guerre de sécession avait déjà débuté 2 ans auparavant. Alors, le monde plus serein car libéré des Manitou, bon. Parmi les Manitou, 4, particulièrement puissants, se sont mis à dominer leur espèce. Des entités hors normes aux ambitions redoutables, et qui se sont progressivement vus associer, outre une région particulière de l'Ouest étrange où sévirent, les attributs spécifiques des 4 cavaliers de l'Apocalypse. On en parle collectivement comme des juges, et ils sont famine, guerre, mort et pestilence. À titre d'exemple, le grand labyrinthe appartient à Famine, et son représentant sur place est le faux révérend Grimm, dont l'église entière repose sur le cannibalisme, etc. Dès le Jugement, la magie a fait son grand retour sur Terre, mais aussi d'autres choses, dont le plus empoisonné des cadeaux, la roche fantôme. Les savants fous ont beau dire, eh bien oui, le bruit strident qui s'en échappe quand elle se consume est bel et bien le cri des damnés. Et, comme dans toute bonne conspiration, tout cela est lié à un plan d'ensemble, même mesquin. En effet, les Manitou, et parmi eux les juges, se nourrissent de la peur. Dès lors, tout ce qui peut susciter la peur leur est profitable. C'est à ce titre qu'ils envoient sur Terre des monstres en tout genre, en fait des Manitou d'un rang inférieur, mais ils peuvent aussi très bien s'entendre avec des humains dont les méfaits, plus ou moins consciemment, participent à répandre la terreur. Le docteur Darius Elstrom en est un très bon exemple. Mais cela va bien au-delà. Ils aiment la guerre, celle de sécession comme celle des barons du rail. Aussi favorisent-ils les deux. Les inventions redoutables de la science étrange les réjouissent pour les tueries qu'elles annoncent, et ils se délectent encore plus des rivalités meurtrières des hommes drogués à la roche fantôme, leur plus bel outil de manipulation de masse. Ils raffolent des pistoleros abrutis par l'alcool qui tuent des innocents dans leur cavalcade puérile, mais tout autant du cannibalisme, qu'il s'agisse de le rendre plus terrifiant en fonction des circonstances, en le conservant secret, ou en le révélant au grand jour, etc. Ils entendent en fait terreur former l'Ouest étrange, faire de l'ensemble du territoire des Deadlands, comme on qualifie ces territoires de chasse qu'ils ont irrémédiablement corrompus. Et, passé l'éventuelle prise de conscience, alors encore une fois on peut faire sans, c'est là que les PJ interviennent. Leur véritable ennemi est la terreur elle-même. Une idée que j'aime bien. Grandpa Théobald a pu passer par là d'ailleurs. Certaines illustrations sont éloquentes, et c'est peu dire, il y a clairement une dimension cthulhienne, sinon Lovecraftienne, dans Deadlands Reloaded. Et sans doute faut-il, en campagne du moins, que les joueurs commencent à en prendre conscience, car ils disposent de plusieurs options pour faire diminuer le niveau de terreur d'une zone. D'une certaine manière, c'est là leur vraie mission. Les juges sont donc les grands méchants du jeu. Juste en dessous d'eux, on trouve les plus puissants de leurs serviteurs, ce qui inclut Raven, toujours bon pied bon oeil avec ses 2 siècles d'existence, mais aussi le révérend Grimm, enfin celui qui se fait passer pour lui, ou encore le déterré Jasper Stone, le Gus de la couve. Autant de pouvoirs, plus ou moins dans l'ombre. En fait, il y a une vraie prédilection pour ces pouvoirs dans l'ombre dans l'ensemble du contexte de jeu, mais les imposteurs y ont leur part. On y croise aussi bien le vrai Abraham Lincoln qu'un faux Robert E. Lee. La gamme VO joue dès lors régulièrement de cette trame de fond. J'ai cru comprendre que les 4 grosses campagnes disponibles, The Flood, etc., impliquaient chacune un des juges et ses serviteurs attitrés, et constituaient même ensemble une sorte de méga-campagne. Mais, sans aller jusque-là, et surtout sans confronter les joueurs directement aux juges, bien sûr, mais aussi à leurs représentants, sérieux, on a les caractéristiques surpuissantes de Raven ou Elstrom en fin de bestiaire, mais quel intérêt d'envoyer les PJ à la baston contre eux? Bon, il est néanmoins possible d'en tirer bien des choses intéressantes en termes d'ambiance notamment. Car si la coloration globale de Deadlands Reloaded est sans doute d'abord fun et pulp, il n'en reste pas moins qu'en dessous se dissimule à peine une horreur globale du plus grand intérêt et dont il est sans doute possible de tirer bien des aventures palpitantes et fortes. Bilan toujours enthousiasmant à la relecture donc, j'ai très envie de maîtriser à nouveau Deadlands Reloaded et vais de ce pas creuser un peu la question avec les suppléments mentionnés en tête de chronique. Alors je regrette toujours autant la traduction et la relecture approximative de ce livre de base, et paradoxalement du coup je déplore toujours l'abandon de la gamme française, ça ne va pas m'arrêter hombre. Western plus horreur, je dis banco. Alors à bientôt.